Vous êtes dans Retour Gagnant, bienvenue dans votre rendez-vous tennis du mardi sur HBO Max, mais nous sommes mercredi, vous ne vous trompez pas, exceptionnellement décalé ce numéro pour une bonne raison, c'est parce que nous avons un invité de marque avec nous aujourd'hui dans Retour Gagnant, c'est Henri Lecomte. Salut Bonjour. Henri. Bonjour à tous. Très content de t'accueillir dans Retour Merci. Gagnant. Vous êtes de bien retour ici, dans la maison Eurosport. Ben oui, ça fait plaisir. Avec Laurent Vergne de la Salut rédaction Anne. d'Eurosport.fr. Salut Henri, salut à tous. Bonjour. On va parler Wimbledon, puisqu'on est encore au cœur de ce 3e grand chelem de l'année. On va parler bilan des Bleus aussi. Et on va parler d'un anniversaire, Henri, parce que ça ne va pas nous rajeunir. Ouais. Mais il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose à Wimbledon, justement. C'était la victoire historique d'un jeune Allemand qui déboulait sur le circuit, Boris Becker, 17 ans, qui venait remporter son premier Wimbledon. Ça devenait le plus jeune champion à Londres. En majeur à 17 ans, et sur sa route, il t'avait battu à l'époque. En quart de finale, ouais. C'était un match, c'était incroyable d'ailleurs, parce que c'était pas du tout le même gazon qu'on a aujourd'hui. C'était un gazon très très rapide, c'était du service volé. Un jeune Allemand qui arrivait à Wimbledon avec sa boule, le rouquin, avec une puissance incroyable. Un tennis complètement différent du tennis qu'on avait actuel. Ça frappait déjà fort, mais là, on arrivait dans une autre dimension. Donc, et surtout une insouciance et une détermination hors norme, ce qui a fait sa grande force et qui a marqué Wimbledon, bien sûr, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, tu te souvenais où tu étais, Laurent, toi, pour cette finale inattendue? Ah oui, je me souviens très bien. C'était le jour de mon 10e anniversaire. Je suis du 7 juillet, donc je fêtais mes 10 ans. Et mes parents m'avaient fait une petite fête surprise et j'avais fait la tronche parce que moi, je voulais juste voir la finale de Wimbledon et je n'avais pas pu la voir. Voilà. Donc j'étais un peu triste. Ouais. Écoute, on peut la voir en replay. Je l'ai revu depuis, je l'ai revu. C'était le 7 juillet 1995, c'était 10 ans, et 85, oui. 85, ouais. Pardon, j'ai essayé de te rajeunir, mais ça n'a pas marché. Ouais. Il affrontait Kevin Curren, l'Américain, en finale. On va rappeler un peu le parcours de Boris Becker lors de ce Wimbledon de 85. Donc, Kevin Curren en finale. Au premier tour, il avait battu Hank Spiffer, l'Américain, en 4-7. Et puis ensuite, une démonstration face au qualifié Matt Anger. Et puis, c'est là qu'a commencé un petit peu l'éclosion au plus haut niveau et aux yeux du public aussi de Wimbledon et du monde entier. Joachim Nyström, le Suédois, qui était tête de série numéro 7. Et qui a servi 2 fois pour le match. Incroyable, en plus, sur cette surface de l'époque où c'était ultra rapide. Donc, oui, quand on sert, on est quasiment sûr de Quand vous pouvez imaginer comment Joachim Nyström a pu retourner le service de Becker et le pousser jusqu'à 9-7 au 5e. Donc c'était vraiment déjà un test un test incroyable qu'a fait Boris Becker. Passer un bon message de ce côté-là. Il n'a pas aimé d'ailleurs. Nyström, il avait dit, t'en parles dans ton papier, Laurent, sur Eurosport.fr, un beau papier sur les 40 ans de cette victoire. Il gagnera jamais ce tournoi. Il n'y a aucune chance qu'il gagne ce tournoi. Bon, il s'était bien trompé. Becker avait gagné le Queens juste avant, il faut quand même se souvenir. Donc il était très jeune, mais il ne venait pas de nulle part non plus. Alors, il n'était pas tête de série, c'était le premier à gagner Wimbledon sans tête de série. Alors, il n'y avait que 16 têtes de série à l'époque, mais il était quand même 20e mondial, donc ce n'était pas non plus le gamin qui venait d'absolument nulle part. Non, c'est sûr. Mais toi, à la différence de Nyström, tu t'es pas dit il gagnera jamais le tournoi quand il t'a battu en quart de finale ou... Non, parce que je sentais vraiment la puissance et puis la confiance qu'il a quand même réussi à engranger avec ses 2 victoires en 5-7 parce qu'il fait Nyström, et après il fait Tim Mayotte. Et après il joue contre moi, donc je l'ai senti. C'est vrai, quand on fait un 7 partout, on se dit on le tient un petit peu, le petit Boris. Mais après, il a mis une vitesse supplémentaire et ça a été un match assez difficile et après, bon, bien sûr, demi-finale, finale, mais il avait déjà un potentiel et comme tu le dis, il avait quand même gagné le Queens, donc tout le monde avait quand même un peu peur de lui, parce qu'il avait quand même une référence. C'était pas quelqu'un qui arrivait comme ça de nulle part. Et c'était, comme je le répète encore une fois, une surface totalement différente, des balles blanches à l'époque, ça allait très vite, donc beaucoup plus petite. Et puis lui, il avait une... Ce qui était impressionnant, c'était surtout sa puissance, cette lourdeur de balle. Ça allait vite, mais quand on mettait dans la raquette, on sentait cette balle très lourde qui n'était pas facile à contrôler par la fin. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Vraiment, l'impression de puissance qui dégageait, au service notamment, sa première balle qui était hallucinante. Puis surtout techniquement.
quand on voit son service, techniquement, on se dit c'est pas possible. Le premier joueur qui descend vraiment sur ses jambes, qui va une impulsion avec un poignet, avec une prise, vraiment une prise de coup droit pour pouvoir faire un service pareil. C'était atypique, c'était un jeu atypique à l'époque. C'était nouveau de voir ce genre de... Revers à une main, ce qui n'était quand même... on en avait plus qu'aujourd'hui, mais c'était aussi un joueur avec sa façon de jouer, parfois de retours de revers un petit peu extérieur-intérieur. Donc, un joueur différent. Et mentalement vraiment un monstre déjà, parce que 17 ans, on a parlé de Nyström, de Mayotte. Il n'a pas un match facile quasiment. Non. Yarrid en demi qui, je crois, a une balle de 2-7-0. Donc, et en finale, c'était aussi hyper serré contre Curren. Donc, il y avait une forme d'insouciance, comme tu l'as dit, doublée, je pense, d'une confiance en lui qui était assez extravagante quand même, et qui a beaucoup pesé dans sa victoire. Ça a pesé beaucoup, et puis surtout, comme tu dis, une détermination et une fougue, une folie que lui seul arrivait à maîtriser. Il avait besoin de rentrer dans une rage. On peut le voir en 85, quand il gagne. Bien sûr, c'était quelque chose d'incroyable, mais après, ça lui a permis de pouvoir gagner tant de tournois de Grand Chelem, notamment à Wimbledon, parce que ça le poussait aussi un peu. Un peu à la McEnroe, parfois. Mais il y a un seul match où ça a été trop loin pour lui, c'est cette finale contre Michael Stich, qui perd à Wimbledon, malheureusement. En 91. Ouais, en 91. Mais sinon, c'est un joueur, quand tu le poussais, il fallait faire attention, quoi. C'était une édition particulière, parce qu'il n'y avait ni McEnroe, ni Lendl, ni Connors. C'était la première fois depuis 73, j'ai lu dans ton papier. Avec Borg, on avait une finale sans Borg, McEnroe, Connors. Et Connors, qui avait gagné tous les tournois depuis 74, je crois. Oui, c'était un Wimbledon à prendre, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi, Henri, parce que tu as fait finale à Roland, tu as même fait 2 autres demi à Roland, tu as fait demi l'année d'après à Wim contre Becker. Mais est-ce que c'est pas là, finalement, en 85, que tu avais peut-être la plus grosse opportunité de gagner un grand chelem? Parce que derrière, c'était Yarrid, c'était Curren. Je dis pas que c'était facile. Non. Yarrid, il était top 5 quand même. Mais c'était pas Wilander sur terre à Roland ou Becker l'année d'après à Wim, quoi. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce tournoi-là? Je pense sincèrement, 85 à chaque fois, ou 86, quand j'ai joué Boris, c'était en 4-7, je perds en 4-7. Ouais. J'ai pas ressenti cette puissance-là de pouvoir dire je peux passer devant, toi, contre Becker. Même en 85 ? Même en 85. Parce que je sentais que cette puissance, j'avais du mal à pouvoir m'adapter par la suite. J'avais pas aussi autant de connaissances sur moi-même et aussi de mon jeu par rapport peut-être à 80. Quand je te parle de Roland aussi, c'était 86 en demi-finale contre Permforce. Là, je sentais vraiment que j'avais l'opportunité parce que je menais 1-7-4-2 arrêté par la pluie. Donc, mais contre Boris, c'était compliqué. Sur gazon, parce qu'après, j'ai joué sur terre, c'était différent. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait avoir quelque chose de différent pour pouvoir le bousculer. Tu vois. Et j'ai pas vraiment senti ça. Parce que vous êtes joué 13 fois en tout dans. Et puis surtout 3 fois à Wimbledon à chaque fois. 3 fois à Wimbledon, oui, c'est ça. J'en peux plus. C'était ta bête noire. Non, mais j'en peux plus de Becker. Alors c'est marrant parce qu'il y a une anecdote à chaque fois, c'est qu'il me voit, il me fait toi, de toute façon, je le bats sur terre battue à Hambourg, au tournoi de Hambourg. Il me fait mais je te battrai à Roland-Garros. De toute façon, la prochaine fois, je te battrai à Roland-Garros. Et on se rejoue, bien sûr, à Roland-Garros. Je lui dis écoute, Boris, je veux bien te laisser Wimbledon. Chacun son terrain. Mais Roland-Garros, jamais. Tu me battras à Roland-Garros. Et c'est vrai qu'on a fait un match incroyable, tu l'as battu en 5-7. En 88, ouais. Sur la route de ta finale. Ouais, et c'était un match de fou. Mais Boris, à Wimbledon, sur gazon, fallait être solide, quoi. Il aurait pu en gagner plus, parce qu'il en gagne 3 finalement. On se dit c'est parti pour une hégémonie. À mon avis, ce qui lui a fait arrêter, c'est cette fameuse finale contre Michael Stich, où il perd. Où personne n'aurait pu imaginer qu'il perde contre Stich. Et là, il est rentré dans des vieux démons, quoi. Il est passé de l'autre côté, il s'est énervé tout seul. Et puis Michael a très bien joué. Puis ça a été quand même aussi, il faut le dire, Becker, c'était un très très grand champion. Dès 17 ans, il était prêt tennistiquement. Il était formaté déjà. En revanche, il n'était pas prêt, je pense, en tant que jeune garçon de 17 ans à devenir la star qu'il était, l'idole de tout un pays. Le tennis, c'était rien en Allemagne, il n'y avait pas encore Graf. Ça a bien changé. Ça a bien changé, ouais. Grâce à lui. Grâce à lui, et puis à Steffi Graf derrière. Mais je pense que ça l'a enseveli, tout ça, quoi. Donc, il a gagné d'autres grands chelems derrière. Il a été numéro 1 mondial. Et c'est vrai qu'on se dit presque que c'est trop peu par rapport à tout ce qu'il aurait pu faire, quoi. Notamment à Wimbledon. Ouais, c'est clair. Mais justement, on va l'écouter, ça fait une transition parfaite. Boris Becker sur ce qu'a représenté ce très beau titre, mais aussi sur ce que ça a pu peser ensuite pour le jeune garçon qu'il était. If I could do it all over again, of course,
I love my 7 finals. I love my 3 titles. Maybe a little bit older the next time. I thought 17 in hindsight was probably a little bit too young. I think it stopped my growth in personality. I think it stopped my growth in maturing outside of a tennis court. You know, I became this tennis machine that was just going from one Grand Slam to another, chasing number one, and that was it. Of course, I made a lot of money and I was very successful, but when you're 17 or 19 or 20, money don't matter. You don't care about money. You're not playing for money. You're playing for trophies. You're playing for the competition. You know, you want to win. You want to be the best in the world. Money didn't matter. So in hindsight, probably it would have been safer, healthier for me if I would have won my first one maybe at 20 and maybe my last one at 28, 29. I think that would have been a healthier tennis career. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant ce qu'il dit, mais c'est aussi, bien sûr qu'aujourd'hui, on a une analyse à partir d'un certain âge. Moi, à 62 ans aujourd'hui, bien sûr qu'on s'est dit, j'aurais certainement fait différemment. Pardon. C'est une belle analyse qu'il dit, mais il était pris dans ce tourbillon aussi. C'est ce qui l'a aussi amené à être ce qu'il est devenu, Boris Becker, ce qui l'a poussé aussi. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi entouré avec Ion Țiriac de personnes assez fortes et influentes pour qu'il arrive à ce qu'il est devenu. Après, c'est des choix. Hein, c'est comme moi aussi j'explique dans mon livre. Après, c'est les choix, c'est toi qui les décides, tu les as faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire « Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ci, faire ça ». Mais en tout cas, il nous a démontré qu'il était un joueur exceptionnel, avec un charisme incroyable, qu'il a amené le tennis à ce niveau aujourd'hui, grâce à lui aussi, parce que ça a permis de pouvoir le développer, et qui marque, bien sûr, à jamais Wimbledon. Donc, c'est pour ça qu'on l'adore et qu'on le respecte. Et parfois, on n'aime pas trop ses choix, mais bon, c'est celui qui répond à tout ça, quoi. Tu as évoqué Ion Țiriac, qui, en 85, est un peu un conseiller spécial auprès de Boris Becker. Je le connais bien, oui. Toi, tu le connais bien aussi, tu as travaillé. Ça fait un changement. Ouais. C'est-à-dire 85, lorsque Boris arrive, je m'en souviens, parce que c'était les débuts avec Ion. Moi, j'ai commencé très jeune, et puis Boris arrive, il avait 15-16 ans, je commençais à m'entraîner un petit peu avec lui. C'était à New York, il n'avait pas fait encore ces résultats-là, mais on savait qu'il était capable de pouvoir le faire. Et là, Ion, tout d'un coup, il dit « Oh là là, il y a une nouvelle pépite qui arrive, donc je vais m'en occuper. » Donc, il a dit « Bon, Henri, écoute, voilà, je vais m'occuper de Boris. » J'ai dit « D'accord, moi j'ai compris, c'est pas très grave, on va trouver quelqu'un d'autre. » Mais il est vrai que Ion, pour ça, moi je le remercierai jamais assez, parce que c'est comme un deuxième père. Il a réussi à ce que je suis devenu aujourd'hui, à vraiment être un grand joueur de tennis. Mais surtout, il a décroché à chaque fois des pépites. Parce qu'il a fait Vilas, Nastase, Lecomte, Becker, Ivanisevic, il a fait aussi Marat Safin. Il était capable de trouver des joueurs un peu atypiques, avec une personnalité différente. C'est ça, des gros caractères. Des gros caractères, et qu'il arrivait vraiment à dominer. Il avait son caractère aussi, ça... Ion, je peux vous dire, quand on était sur le terrain, c'était autre chose, quoi. Donc, et encore aujourd'hui. Comment t'en es venu à travailler avec Ion Țiriac? Parce que je remercie la fédération de m'avoir viré à ce moment-là. Ouais, parce que quand on a personnalité, on se fait un petit peu remonter les bretelles. Donc j'étais simplement avec un ami et je me baladais à Roland-Garros. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive, un grand, avec des moustaches comme ça fait. Toi, venir jouer au tennis, Guillermo, avec Guillermo Vilas. Ah, d'accord. Toi, c'est Alville. Moi, je sers. Et il n'arrivait pas à retourner mon service, mon kické de gaucher. Et Guillermo était numéro 2 mondial à l'époque. Et moi, j'avais 16 ans. C'est génial. 17 ans. Donc, j'ai commencé à jouer. Et puis, de fil en aiguille, voilà, il m'a pris sous son aile. Comme a pu faire aussi un peu des Roger Federer, qui a pris des joueurs, qui, comme sparring partner. Et je suis parti pendant 2 ans et demi à 3 ans avec Ion Țiriac et Guillermo Vilas. Donc, voilà, le début de ma carrière. Si je n'ai pas rencontré Ion, je pense que ça aurait peut-être été différent, certainement. Et la relation avec Boris, elle a duré ensuite toute votre carrière? Vous êtes restés encore amis aujourd'hui. Aujourd'hui, on se voit. Alors, j'adore Boris, parce que quand il est bien luné, c'est Maurice. Je l'appelle Maurice, et il le sait. Et quand ça ne va pas et qu'il est un petit peu perdu, perturbé, c'est Boris. Il faut savoir qu'il a du caractère, quand même, notre petit champion, immense champion. Donc, non, bien sûr qu'on se connaît, on s'est tellement entraîné, on s'est tellement joué. On a énormément de respect que... Bien sûr qu'on est toujours aussi potes, comme Mats Wilander aussi, comme John McEnroe. Voilà, donc c'est ça qui est aussi agréable. Et puis, c'est Boris. Boris restera Boris. Ça se tapait moins sur le ventre, sur les balles de match, ça se prenait moins dans les bras, mais je trouve quand même qu'il y avait peut-être plus de liens entre vous à l'époque.
qu'aujourd'hui. À votre avis, pourquoi? C'est tout l'entourage. Ils sont sous cloche maintenant, Ils sont sous cloche. Alors, on peut voir que regardez les box de joueurs, elles sont pleines à craquer de différentes personnes qu'on ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, ils vont avoir entre 6 et 7 personnes, entre le kiné, le physio, le manager. Bon, ils font leur propre cours. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils restent dans leur propre bulle, finalement. Nous, on était capable de pouvoir aussi, par moments, aller dîner ensemble, pouvoir discuter, de pouvoir aussi se changer, changer un petit peu d'esprit. On n'avait pas de réseaux sociaux. C'était à la fois parfois plus compliqué parce que on était peut-être 2 semaines à 3 semaines quand on se tirait la bourre où on disait quelques mots entre Yannick et moi, entre Boris, ça restait parce que c'était pas comme aujourd'hui. On est capable de voir, grâce à vous, autant de sport. Oui. Et les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai de pouvoir... ça fait très très longtemps qu'on ne voit, et dès qu'on voit une photo avec un Rafael Nadal ou un Novak Djokovic ou un Roger qui tout d'un coup ils sont ensemble ou ils dînent ensemble, on se demande, c'est un exploit. Un exploit. Nous, c'était pas le cas. C'était la norme. On célébrait notre victoire, notre défaite. On était ensemble parce que c'était aussi cette génération-là. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce qu'on veut se préserver, parce que les réseaux aussi peuvent être positifs, comme négatifs aussi. Ouais, beaucoup de négatifs quand même. Beaucoup de négatifs. Et il y en a beaucoup qui, eux, préfèrent avoir énormément de followers que d'être vus. Il y en a qui... c'est compliqué. C'est vraiment une autre génération. C'est pas du tout la même génération. Donc, on peut apprécier, il faut le respecter. Moi, je m'adapte, 62 ans, je m'adapte. Mais c'est pas simple. Et parfois, ça peut déraper. Imaginez-nous, à notre génération, s'il y avait eu les réseaux sociaux. Vous auriez agi différemment, de toute façon. Oui, je sais, non, mais ça aurait été... Ça aurait été dur aussi. Dur aussi. Nous, on avait les paparazzis, on avait tout le monde. Bon, mais c'était différent, c'est une différence. C'est à nous de nous adapter aussi. Aux jeunes. Pas facile. J'ai des enfants. 18 ans, 20 ans. 18 ans, 20 ans, c'est du sport. Alors, on a évoqué ce quart de finale 85 face à Becker. On a aussi évoqué le fait qu'il y a eu une demi l'année suivante face au même Becker. Ta carrière en un petit coup d'œil, on a rassemblé un petit peu les faits d'armes d'Henri Lecomte. Il y a 9 titres ATP en simple, 10 en double. Il y a cette Coupe Davis évidemment en 91. 5e mondial, c'est ton meilleur classement. Beaucoup de victoires aussi sur les top 10. On voit 28 victoires, dont 2 face à des numéros 1 mondiaux. Quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur cette très belle carrière? Et ça va faire aussi la transition avec le tennis français d'aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de quarts en Grand Chelem, de demi. Il y a eu cette finale à Roland-Garros. C'était la norme à l'époque. Ouais. Oui, parce que, alors nous, c'était différent, c'est notre génération, on avait notre calendrier, on disait, 4 tours de Grand Chelem, Coupe Davis, les autres tournois. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, puis c'était pas aussi bien organisé qu'avant, mais c'était différent. Moi, les Grands Chelems, Roland-Garros, c'était le tournoi le plus important pour moi de pouvoir bien figurer. Il y a eu parfois des dérapages parce qu'on arrivait peut-être trop... et puis, on le sait, les meilleurs joueurs du monde, ceux qui sont les plus forts, où ils sont les plus vulnérables, c'est le premier et le deuxième tour. Pour le temps qu'on arrive à se rentrer dans le tournoi. Mais moi, je suis fier de ma carrière que j'ai pu faire. Certes, j'ai eu pas mal de blessures qui m'ont arrêté, parce que 3 hernies discales opérées, c'est pas si simple, donc à chaque fois, c'est 6 mois. J'aurais pu faire mieux. Je pense que, sincèrement, ce que je disais tout à l'heure, c'était 86. Là, je l'ai un peu là. Contre Pernfort, je l'ai un peu là. C'était Lendl, d'ailleurs, en finale. Ouais, en plus, j'adorais. Mais Lendl, je dirais pas que tu le tenais, mais... Non, il n'aimait pas jouer contre moi. Contre toi. Il se disait que c'était pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai un jeu aussi, j'aimais bien le jouer, je savais tactiquement exactement comment on fait le jouer. Tu jouais le coup droit, et après tu montais sur son revers, il passait 70% le long de la ligne en revers tout le temps. Donc il va t'en faire un croisé, mais bon. Et il n'aimait pas jouer contre moi parce que j'étais imprévisible. J'étais capable de faire plusieurs coups, donc ça le perturbait, Lendl. Et c'était, je pense, 86 ma meilleure année. Après, il y a eu, bien sûr, 92, après cette victoire de 91 à Roland-Garros, qui a été le retour du Vengeur masqué, où je perds en demi contre Corda. Un quart fabuleux. J'étais au quart contre Culti. Un grand souvenir, ça. Ouais, et mené 2-7-0, 3-2, balle de 4-2. On se souvient tout, même 2 points. Surtout quand ça fait plus mal. Oui, surtout on s'en souvient. Mais il est vrai que, oui, quand on analyse, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être fait des choses différemment. Mais
avec ce que j'ai eu et tous mes pépins physiques, je suis quand même être assez fier d'avoir fait cette carrière-là. Et puis j'aimais, moi, j'étais motivé quand je voyais le meilleur joueur du monde. Parfois, c'est vrai que 150, 200, je pouvais faire attraper 7 matchs. Oui, c'est pourtant. Et puis j'avais un jeu spectaculaire, et puis j'aimais prendre des risques. Et donc, parfois ça fonctionnait, parfois c'était plus compliqué, mais c'était une libellule, Henri. Ouais. C'était une libellule. Ouais, c'est une libellule, ouais. Et il est vrai que les grands chelems, c'était important pour moi, et la Coupe Davis. Et c'est ce qui manque, je pense. Yannick a gagné Roland-Garros, mais ce qui lui manque, lui, en tant que joueur, c'était ça. Et c'est pour ça qu'il nous a retransmis un petit peu tout ce savoir-faire, ce combat qu'on a réussi à faire tous ensemble avec l'équipe, avec Guy. Alors, c'est un peu des questions idiotes, mais tu échangerais, je ne sais pas, la Coupe Davis 91, ce que vous avez vécu ensemble, pour un grand chelem? Pour 88? N'importe lequel. Celui que tu veux. Alors, je dirais non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que moi, dans mon esprit, je suis plus quelqu'un de collectif. J'aime partager. Vous me connaissez, j'ai un cœur comme ça. Trop, d'ailleurs. D'ailleurs. Mais c'était tellement beau, 91. Ouais. C'était tellement un moment inoubliable. 59 ans, on n'a pas gagné la Coupe Davis. J'en parle, j'ai encore des frissons. On jouait les meilleures équipes du monde. On est avec Guy, tous les deux, on gagne cette Coupe Davis. Mais grâce aussi à toute l'équipe auparavant. Dans des circonstances particulières, toi tu reviens quand même de nulle part. De nulle part, je reviens de nulle part. Donc, mais il est vrai que si tu gagnes un grand chelem, individuellement parlant, ça te change la vie. Oui, parce que ça reste un sport individuel quand même. Ça te change la vie. Tu passes dans une autre dimension. Je dis ça parce que j'ai gagné la Coupe Davis. Bon, voilà. Peut-être 88, si je gagne, c'est vrai que c'est différent. Peut-être qu'on gagne aussi 91. Mais, oui, peut-être aussi d'ailleurs. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que gagner un grand chelem, c'est... Et il y en a un qui est particulier à tout joueur de tennis au monde, c'est Wimbledon. C'est vrai que quand tu gagnes à Wimbledon, le plus prestigieux, le plus grand tournoi du monde. Mais on a quand même un Roland-Garros magnifique. Donc, enfin. Et on l'a un tout petit peu évoqué, c'est plus le Wimbledon qu'on a connu que toi tu as connu au niveau de la vitesse, de ce gazon qui a tellement évolué, les balles. Toi, tu t'aimerais pas jouer sur ce gazon aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu que tous les joueurs en parlent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que, je le dis depuis un certain temps, moi, que Wimbledon, c'est la surface la plus lente du circuit sur les tournois du Grand Chelem. Aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, à cause qu'ils ont vraiment mis en phase de pouvoir implanter le gazon d'une toute autre façon, afin que la balle puisse être ralentie. D'ailleurs, on le voit, c'est tout du côté de la ligne de fond qu'elle est abîmée. Nous, c'était côté du service. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est en bon état auprès du filet. Oui, auprès du filet, il est en bon état. Ça glisse bien, d'ailleurs. D'ailleurs, nous, on avait plus de problèmes de faux rebonds. Alors, imaginez quand vous jouez Becker ou Goran Ivanisevic qui sert. Déjà, c'est inretournable. Deuxièmement, c'est faux rebonds. Le but, c'était de ne pas faire rebondir la balle. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ça amène à avoir des échanges qui sont très, très longs, pardon. Ça a permis de pouvoir niveler le jeu dans tous les autres tournois de Grand Chelem, et ce qui nous amène à avoir un Wimbledon totalement différent. Nous, c'était balle blanche, petite, un service, si tu retournais, c'était bien, et même à l'époque. C'est pour ça qu'il faut aussi relativiser les choses et ne pas comparer, parce que sinon, on pourrait imaginer dire Björn Borg qui gagne Roland-Garros, 15 jours après, il joue Wimbledon avec la même balle, les mêmes balles, blanches, gazon de l'époque, raquette en bois, contre McEnroe qui fait service isolé. Donc, les Channel Slam de l'époque, comme on disait, c'est incomparable avec ceux d'aujourd'hui. Ah oui, c'était beaucoup plus dur. Beaucoup plus rapide. Ça va rien à voir. Toutes les surfaces étaient différentes. On avait le gazon australien, qui est passé rebound ace, et après rebound ace est devenu plus rapide, mais ils l'ont ralenti un petit peu. Et ils changeaient en fonction de la température. Le soir, c'était rapide. La journée, c'était lent, c'était hyper chaud, la balle remontait. Après, on avait Roland-Garros. Et en fin de compte, c'était Roland-Garros qui était la surface la plus lente à l'époque. Et oui. Et c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a voulu aussi donner un peu plus de spectacle au tennis qu'aujourd'hui. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où, lorsqu'on fait voir un match de tennis, certains, parce qu'il y a tellement d'autres sports, disent « mais c'est trop lent, alors je zappe et je vais sur un autre sport ». C'est ça aussi, maintenant on essaie de raccourcir les choses. On veut raccourcir, ce qui est bien. Essayer de raccourcir les sets, on évoque les no-ad. Oui, mais c'est pareil. Avec le Wimbledon d'antan, il y aurait moins d'échanges, ça irait plus vite, les matchs seraient plus courts. Ouais. Donc,
C'est ça. Ce serait plus en phase avec... Ils sont allés trop loin dans leur volonté de Oui, alors ralentir. ça a été aussi saisi par le Big Four, hein, par les meilleurs, hein, que ce soit Rafa, Roger, Murray, Novak. Ils ont dit, et puis ils se sont dit, mais même visuellement parlant, on a eu des matchs extraordinaires. Oui, donc aujourd'hui, maintenant, on revient un peu en arrière pour pouvoir donner un petit peu plus de... que ça soit un peu plus, je ne dis pas vivant, mais un peu plus attractif pour des personnes qui ne connaissent pas le tennis et qui veulent venir voir, en fin de compte, des matchs extraordinaires. Donc, il faut trouver des solutions, comme vous dites, no-ad, tie-break, mettons au 5e. Après, mais... Après, je connais peu de gens qui ont vu la finale Sinner-Alcaraz de Roland, qui a duré 5h30 et qui se sont ennuyés, et qui se sont dit c'est vraiment très très long ce match quand même. Ah non. Mais... Donc la durée, c'est quand même un fort problème. Oui, sur une finale. Tu vois, sur un grand match. C'est vrai, c'est plus les tours d'avant où... Moi, j'ai commencé... Un grand match, c'est un grand match. Là, les enfants, vous n'êtes pas nés, hein, mais j'ai commencé Roland-Garros, c'était les 2 premiers tours en 2-7 gagnants. Hein. C'est vrai. T'imagines? Alors, écoutez, ceux qui me regardent là, écoutez, c'est pas grave, on est bien en 2025. C'était pas forcément que mieux avant. C'était 77, 78, j'ai joué Peter McNamara. En 2-7 gagnants. Non, Peter joué en 5-7, mais avant j'ai joué c'était 2-7 gagnants les 2 premiers tours, et après c'est passé en 5-7. Et aujourd'hui, les qualifs de Wimbledon se jouent en 3-7 gagnants, c'est les seuls qualifs. Le dernier tour. Sauf le dernier. Avant, c'était... Et même les doubles à Wimbledon, on jouait en 5-7. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. T'imagines? Donc voilà. Ça a bien changé. Mais oui, on évolue avec son temps. Il va falloir quand même aborder un petit peu ce sujet qui fâche, Henri. C'est les mauvaises performances de nos Bleus. Oui. Dans ce Wimbledon, mais de manière générale en Grand Chelem. Laurent, tu as fait un papier là-dessus. On est sur une génération en grande difficulté en majeur, avec, on va voir les chiffres, les quarts de finale par décennie en Grand Chelem chez les garçons français. Voilà, on voit dans les années 77, puis ça évolue bien, 17, 20, 16, 29 dans les années 2010. Et là, pour l'instant, on n'est qu'à la moitié de la décennie 2025. Un seul quart de finale en majeur. Oui, c'est assez fou. Et c'est vrai que moi, dans mon esprit, les années 70, c'était vraiment le fond du gouffre du tennis masculin français, avant la génération Noah Lecomte qui arrive au début des années 80. Mais sauf que les années 70, il y a quand même Proisy qui est en finale à Roland. Bien sûr. Et donc, il y a 7 quarts sur la décennie, ce qui est peu. Mais là, on est parti pour en avoir peut-être 2 ou 3 en 10 ans, dans les années 2020. Donc, alors, en ce moment, il peut y avoir des circonstances. Arthur Fils qui a eu des pépins physiques, Hugo Humbert aussi. Mais sur 5 ans, on n'est plus sur des circonstances. On a quand même une vue un petit peu plus globale. Donc, un quart de finale de Gaël Monfils en Australie en 2022, c'est ça. En 5 ans et demi, c'est quand même pas loin d'être catastrophique. Il y a du mieux. Il y a eu des victoires en 500 l'année dernière. Il y a eu la finale d'Hugo Humbert à Bercy. Mais le Grand Chelem, ça reste quand même le maître étalon du tennis. Et en Grand Chelem, aujourd'hui, les Bleus font de la figuration. Je ne sais pas si ça va durer. On a une génération qui n'est pas inintéressante, qui sera même peut-être très forte. Mais ça a du mal à se concrétiser en Grand Chelem, pour l'instant en tout cas. On se dit forcément que ça va venir à Arthur Fils en majeur. Il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Surtout les paliers qu'il a franchis cette saison en Masters 1000. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est plus dur en Grand Chelem Tout ce que l'on peut souhaiter à Arthur Fils, c'est exactement ce qui est arrivé à Joe Tsonga, Joe Wilfried. Rappelez-vous, il a eu un problème de dos aussi. On a cru qu'il allait arrêter sa carrière. Et puis, en fin de compte, il a fait une carrière assez exceptionnelle. Je pense qu'il faut faire une analyse de savoir comment les joueurs de tennis français se préparent pour les grands chelems. Qu'est-ce qu'ils font en amont? Comment est leur calendrier? Comme je vous ai expliqué au départ, moi, c'était Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open. Je me préparais pour Roland-Garros. Roland-Garros, parce que Roland-Garros, c'est le tournoi, c'est à la maison. Et quand vous voyez mon jeu, c'est pas vraiment le jeu pour la terre battue. C'est plus Wimbledon. Oui. Après, c'est un choix qui doit vraiment définir, qui doit mettre en place, de pouvoir se préparer le mieux possible pour bien figurer. Alors, vous allez me dire, oui, Henri, c'est génial ce que tu dis, mais il faut quand même qu'il gagne suffisamment de points pour être tête de série et pour gagner, comme je dis, des 250, des 500, des 1000, pour pouvoir faire passer aussi des messages aux meilleurs joueurs du monde en disant « Ah, toc, 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 attention, là, il y a un tel ou un tel Français qui arrive, on commence à être difficile à le battre, il peut peut-être potentiellement arriver en deuxième semaine et là en quart de finale. » Après, c'est toute une organisation et une détermination à avoir. Parce qu'on dit à chaque fois la même chose. Mais quand tu mets un cheval devant l'abreuvoir, s'il n'a pas envie de boire, il ne va pas boire. Hein. Tu peux lui donner toutes les choses. Est-ce qu'il veut faire les efforts nécessaires? Mais c'est des compétiteurs, c'est les grands chelems qu'on vise quand on veut être le meilleur joueur du monde. Je sais.
Mais lorsque l'on voit parfois les joueurs français, quand Roland Garros arrive, là, c'est la queue entre les jambes, la pression. Ils sont paralysés. Donc, ça a travaillé aussi dans quelle dimension, dans quelle direction travailler aussi. On parle beaucoup du mental, mais on parle beaucoup, mais c'est surtout de ses émotions, parce que ça peut te donner quelque chose pour pouvoir être plus fort et de ne pas avoir peur de l'affronter. Et d'assumer aussi certaines fois où, quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Mais après, de pouvoir se dire, allez, d'abord. On a eu Louise Boisson qui a fait un Roland Garros incroyable parce qu'elle arrive de nulle part, en fin de compte. Oui. Elle a zéro pression parce qu'elle n'a rien à perdre. Et elle fait un Roland Garros fantastique. Après, il faut lui laisser du temps de pouvoir absorber cette pression et de se dire, oui, je l'ai fait, donc je suis capable de le refaire. Et là aussi, c'est un aspect vraiment émotionnel et mental qui est très, très important et qu'il faut tout mettre en œuvre pour, et se préparer pour l'Australie, à la limite. On se dit, on a eu beaucoup de Français qui ont très bien commencé l'Australie. Lucas Pouille, Gaël Monfils, on a eu beaucoup de Wilfried Tsonga. Qui ont très bien, parce que moins de pression. Parce qu'aussi, certains joueurs avaient peut-être moins bien préparé. Alors, c'est de travailler ça. C'est quand on arrive au milieu de la saison. Tu vois, au milieu de la saison, on commence. Roland Garros arrive, ouf. L'Australie, c'est la dernière demi. Lucas Pouille. Dernière, Lucas. Et évidemment, la dernière finale avec Joe. Et dernière finale avec Joe. C'est vrai, c'est le et après, il y a une espèce de pression. Les deux dernières finales, d'ailleurs, avec Arnaud Clément et Joe. Et regarde, et donc Roland Garros arrive, on a un peu de mal. Paf, Wimbledon arrive, on se sent mieux, on est à Wimbledon. La pression est partie. Pression est partie. On a Richard qui fait demi-finale. On a des joueurs français qui sont capables de faire de très bons résultats. Lucas Pouille, pareil. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, de pouvoir travailler tout au long de l'année, c'est ce qui n'est pas facile. Là, il y a eu des belles perfs, évidemment, Rinderknecht qui bat Zverev, Benjamin Bonzi qui se paye Medvedev, Royer face à Tsitsipas, même si le grec a abandonné. Il y a une question intéressante que tu poses dans ton papier, est-ce que le tennis français est devenu plus un tennis d'à-coups, de gros coups comme ça de temps en temps, sans que ce soit... Oui, c'est des coups magnifiques, mais c'est vrai que derrière, ils perdent au deuxième ou au troisième tour, après avoir sorti des top 5 ou des top 10. Donc oui, c'est des coups super, parce qu'on a des très bons joueurs. On a 10, 12 joueurs en permanence dans le top 100. Donc, on a une belle densité. Donc ça s'est joué au tennis, et ça peut battre des très bons joueurs. Mais pour aller loin en Grand Chelem, il faut être capable de battre des très bons joueurs, mais il faut aussi être capable d'enchaîner. De faire le match d'après. Et on a un petit peu de mal à le voir sur la durée, sur 3, 4, 5 matchs. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de quarts de finale. Oui, parce que aussi, certainement, physiquement aussi, ils ne sont pas prêts à pouvoir encaisser ce genre de choses. Parce que gagner contre un meilleur joueur du monde, là, c'est facile, parce que, quand je dis entre guillemets, on n'a pas de pression. On joue notre jeu, rien à perdre, ça rentre, ça marche, on le bouscule. Surtout, comme j'ai dit, le premier ou le deuxième tour, ils sont toujours un petit peu tendus. Mais après, il faut confirmer. Et confirmer, c'est se dire, et c'est là qu'on fait passer un message aux autres meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire qu'il peut me battre, mais après, derrière, s'il ne continue pas, une fois, mais il ne me battra pas une deuxième fois, quoi. Donc c'est ça, mais après, c'est de travailler vraiment dans l'harmonie, physiquement, mentalement, et être un guerrier, quoi. Et être prêt à l'accepter aussi. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Donc c'est à eux de le faire. Et on a surtout aujourd'hui les moyens de pouvoir bien se préparer dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir analyser ce qui ne va pas physiquement, ce qui ne va pas aussi émotionnellement, ce que nous n'avons pas avant, nous n'avons pas du tout. Donc moi j'aimerais bien être là maintenant, venir avec 30 ans en arrière, ce serait pas mal, non? Avec mon jeu là, de D'Artagnan là, putain, je me marrais. Alors, parfois des grosses victoires, ça peut lancer des carrières. Je pense à ta victoire contre Noah à Roland Garros en 85, ça te lance quand même après. Tu arrives en confiance sur la suite des tournois. Il y a ce cas à Wimbledon dans la foulée face à Boris, mais c'est des victoires qui comptent aussi dans des carrières. Ce sont des victoires importantes. Pourquoi? Parce qu'on fait de la compétition. D'abord, c'était le grand frère. Il venait de gagner Roland Garros. On a gagné le double ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que je me fais écraser par le frère ou est-ce que je veux le bouffer? Je dis non, je vais le manger. Et je le bats ici à Roland, dans son jardin. Même si Yannick, entre guillemets, il dit « Oh, je suis content, j'ai perdu contre un pote », je peux te dire qu'il est là. Mais là, comme ça, il l'a. Et derrière, ça me permet, moi, de pouvoir assumer, de pouvoir dire « Et on se tire la bourre tous les deux ». C'est toujours... Et comme ça s'est passé en France, après le reste, comme Nadal, Federer, ils se sont tirés la bourre dans le monde entier, dans tous les meilleurs joueurs du monde. Donc, on a besoin d'avoir aussi cette petite carotte, ce petit combat, pour pouvoir passer et dominer l'autre par moment. Et là, après, faut aimer le combat.
Tu le perds un peu, c'est ce qu'a pas réussi à faire Hugo Humbert, par exemple, face à Gaël Monfils. On se dit, Hugo Humbert, c'est sa surface, le gazon. Oui. Il fait plutôt une saison correcte avant sur ses tournois de préparation. Et là, Gaël Monfils, le bas, on sent que c'est plus psychologique que tennistique. Je sais pas, moi, ça me fait bizarre de voir Hugo Humbert presque passer le filet et sourire. Oui, ça, moi aussi. Moi, ça m'a... Je sais pas, oui, c'est sympathique, mais en même temps, il devrait être dégoûté. Il devrait pas être comme ça. Même si on adore tous Gaël. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est différent. Bon, on va revenir à Wimbledon quand même pour terminer. Oui. L'actu cette semaine, c'est la première affiche des demi-finales chez les garçons que l'on connaît, puisque ce sera, sans trop de surprise là pour le coup, Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz. Taylor Fritz qui était dans la partie de tableau de Medvedev, donc c'était un peu l'un ou l'autre attendu dans le dernier carré. Medvedev a chuté d'entrée, donc c'est Taylor Fritz. Face à un Alcaraz qui est en train de monter sérieusement en puissance. Comment Taylor Fritz peut l'embêter? C'est un peu la question. Là. Je ne sais pas, mais déjà, il faut quand même mesurer à quel point la frontière est ténue entre un naufrage et un très bon tournoi. Il est en demi, Taylor Fritz, il est passé quand même tout près sur ses premiers de tours. Partir dès le premier tour contre Mpetshi Péricard. Donc parfois, les analyses, il faut être très modeste par rapport à ça, entre dire il a complètement raté son tournoi, il a fait un très bon tournoi. Maintenant, contre Alcaraz, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il peut faire, en tout cas. Il est tellement fort, Alcaraz, ici. Il est tellement en confiance sur ce gazon, dans l'absolu, mais encore plus ici à Wimbledon. Donc, et là, il a vraiment, en plus, passé la surmultipliée en quart. Donc, je ne dis pas que c'est mission impossible pour Fritz, mais pas loin. Tout va dépendre d'Alcaraz, bien sûr. Il est impressionnant, parce que là, comme tu dis, la vitesse supplémentaire était forte. 1h45 contre Cameron Norrie. Qui peut envoyer, qui peut accélérer par-dessus. On a de l'autre côté un Taylor Fritz qui joue toujours de la même façon et qui a un jeu à la limite pour faire bien jouer Alcaraz. Il faudrait vraiment qu'Alcaraz soit pas en bonne forme pour perdre. Je ne vois pas comment il peut ne pas gagner ce match-là, Alcaraz. Parce que Taylor Fritz, il joue toujours pareil. Quoi. Il joue la même chose. Il va pas le surprendre. Il le fait très bien. Hein. Sinon, il ne serait pas en demi. Mais je ne vois pas. C'est plutôt du 70-30. Quoi. Ouais, au moins. Ouais. Hein, gentil encore. 23 victoires consécutives pour Carlos Alcaraz. C'est sa période. Hein. Et 32 ou 33, 32 sur 33 ou 33 sur 34. Il n'y a que la défaite contre Holger Rune en finale à Barcelone, où il était un petit peu diminué physiquement. Mais depuis parce que sinon, c'est que des finales, c'est que des titres. Et il m'étonne depuis Monte-Carlo. Parce qu'au début, quand je l'ai vu arriver, avec son physique, cette puissance, il était un peu moins étoffé. On avait un peu peur parce qu'il claquait un peu, ça cassait un petit peu comme du verre. Je me dis, oulala, s'il nous fait un Del Potro, hein, un peu Cristal Dark, mais finalement, il a énormément évolué et travaillé de ce côté-là pour devenir... avec un jeu et une accélération en coup droit qu'il est capable de faire, c'est monstrueux. Quoi. On sent un peu la confiance quand même au maximum. Il y a une force tranquille qui se dégage parce qu'il a lâché des sets. Hein. Il y a eu ce match difficile face à Fognini. Il a lâché des sets contre Struff, contre Rublev. Ouais. Mais mis à part Cameron Norrie, il n'a pas dévoré ses adversaires. Non, mais il l'a très bien expliqué. Il a dit que sur sa série de victoires là, depuis 3-4 mois où il est vraiment extrêmement performant, il dit « je ne joue pas mon meilleur tennis dans tous les matchs ». Mais en revanche, dans chaque match, quand ça compte le plus, je suis au top et je sors ce qu'il faut au moment où il faut. C'est ce qui s'est passé en finale. C'est la finale de Roland Garros, évidemment, mais c'est ça sa grande force aujourd'hui. Il n'a pas ce côté dévastateur, il ne marche pas sur tout le monde tout le temps. Mais par contre, pour le battre, il faut gagner un point de plus que lui. Et ça, c'est extrêmement compliqué en ce moment. Et ça rappelle un peu un Novak Djokovic aussi, hein, à un moment, quand Roger a... balle de match à l'US Open, 2 balles de match, 2 balles de match aussi à Wimbledon. Ouais. Et tout d'un coup, il ne joue pas son même. Au moment très, très mal aux fans de Federer. Il arrive à passer le super. Donc, ça va bien se passer. Oui, je sais, ça fait mal. Je sais. Moi aussi, ça fait mal. Bon, on ne donne pas beaucoup de chance à Taylor Fritz vendredi. Un exploit quand même. Ouais. Voilà, incroyable. De venir à bout d'Alcaraz, peut-être de le bousculer. En tout cas, ce sera l'objectif, j'imagine, de l'Américain qui voudrait bien revivre une demi-finale une finale en Grand Chelem. Ça ferait 2 finales en moins d'un an, ce serait quand même assez exceptionnel pour lui. Mais là, c'est le défi ultime, de toute façon, en ce moment. Alcaraz sur gazon. Donc, on verra. Surtout ici, On verra, c'est jusqu'à dimanche. On suit ce tournoi évidemment sur eurosport.fr. Tous les débriefs, toutes les analyses. C'était un plaisir, Henri. Merci à vous. Avec nous aujourd'hui pour parler de gazon, pour parler de souvenirs. Ouais, c'est bien, j'adore. Pour remonter le temps. Ouais, j'aime bien ça.
C'était un plaisir. On salue Bertrand Meillard qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu la douleur de perdre un proche. On le retrouvera vite dans Retour gagnant. Et on se retrouve vite dans Retour gagnant. Mardi prochain, on va débriefer Wimbledon et peut-être un 3e titre de Carlos Alcaraz. Peut-être une 3e finale entre Alcaraz et Novak Djokovic qui va bien. Ou Novak Djokovic qui gagne. Alors là, ce serait énorme. Incroyable. Et il arrête sa carrière. Il arrête sa carrière. Il gagne Wimbledon, il fait comme Sampras, il fait ciao. Alors, il faut qu'il fasse ça. S'il gagne, tu le vois gagner, là c'est ici qu'il peut le faire. C'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. C'est surface. Mais... C'est ici et maintenant, je pense. Ouais. Et s'il le fait, ça aura été en battant Sinner puis Alcaraz. Ouais. A priori. Maintenant, on va voir. On verra, on en reparle mardi prochain dans Retour gagnant. Merci à Victor Gilbert, merci à Seb Petit en régie et donc à très vite pour un nouveau Retour gagnant. Salut à tous. Au revoir.